L'ombre massive de la roche s'écrasa dans les broussailles. Ses 6 membres puissants se déplacent à une vitesse surprenante, propulsant son corps blindé vers l'avant. Alors que la bête le poursuivait, Ethan pouvait distinguer sa respiration haletante. Sur ce monde maudit, il avait fait des cauchemars pendant 3 ans à propos de ce grognement bas particulier. Là où la queue acérée de la bête l'avait saisi auparavant, un filet de sang coulait le long de sa jambe. Peu importe l'agonie qui lui transperçait la cuisse, à chaque pas, il persistait. C'était la mort, si tu t'arrêtais. L'étrange obscurité bleu-vert qui enveloppait tout rendait encore plus difficile de suivre l'ombre de la roche, car la dense canopée de la forêt obscurcissait le peu de soleil que cette planète avait à offrir. Encore plus fermement, Ethan serra la lance qu'il avait fabriquée à la main. La sueur recouvrait le manche en bois. En grimpant une colline escarpée avec des pierres détachées, tombant derrière lui, il sentait ses poumons brûler. Alors que la bête hurlait, sa voix résonnait dans toute la vallée. Ce moment était arrivé. Ethan marmonna pour lui-même « Pense bon sang !» en cherchant une ouverture. Après 3 ans, son navire de recherche a coulé. 3 ans à s'adapter à un environnement hostile qui semble délibérément conçu pour le détruire. Il avait changé, grandi et s'était adapté. Cependant, c'était unique. Typiquement, les ombres de roche ne poursuivraient pas avec une telle ténacité. Il y avait eu un changement. L'entrée d'une petite caverne apparut sur la face de la roche devant lui. Sanctuaire, une position sûre, sa seule opportunité. Alors que la figure gigantesque se matérialisait au pied de la colline, Ethan sauta à l'intérieur. Comme il avait maîtrisé l'art du contrôle de la respiration en chassant l'élan bleu à cornes qui rôdait dans les plaines du nord, il se poussa contre la pierre froide. Si la lance ne fonctionnait pas, il avait un poignard en obsidienne caché à la taille. Ethan pouvait distinguer l'énorme silhouette de la roche à l'extérieur de la grotte alors que ses ombres grondaient et rugissaient. Alors qu'il chassait et cherchait des proies, 6 yeux écarlates, flamboyants, scrutaient le paysage. En prévision de la découverte de sa cachette par le monstre, Ethan prépara sa lance. Un changement de mouvement se produisit plus loin dans la caverne lorsqu'il ajusta son poids. Il fut immobilisé par un bruit imperceptiblement faible. Ce n'était pas seulement lui. Alors qu'il inclinait prudemment la tête, les yeux d'Ethan s'efforcèrent de distinguer l'obscurité. Dans l'obscurité, il pouvait distinguer 2 énormes yeux brillants qui étaient définitivement des nards. Une minuscule créature à la peau bleue s'accrochait au mur lointain, tandis que les yeux d'Ethan papillonnaient. Un nourrisson. En un instant, le choix d'Ethan s'est solidifié, alors que le grondement des ombres rocheuses devenait plus intense. Pour dire au jeune de se taire, il mit son doigt sur ses lèvres, puis reporta son attention sur l'entrée de la grotte. Alors qu'il grattait la terre à l'extérieur, les griffes monstrueuses envoyaient des cailloux se précipiter dans la caverne. Ethan murmura à l'enfant « Reste en arrière », tout en maintenant un contact visuel avec l'entrée. « Quoi qu'il arrive, reste ici ». L'ombre de pierre lança sa tête blindée vers l'entrée de la grotte, ses mâchoires se crispant alors qu'elle tentait de faire passer son corps massif à travers la minuscule ouverture. Le temps était compté pour Ethan. Utilisant toute sa force, il plongea en avant, enfonçant sa lance dans l'œil de la bête. La bête laissa échapper un cri d'agonie alors que la lance pénétrait à peine sa cible. Ses mouvements frénétiques ont presque arraché l'arme à feu d'Ethan de sa main. Le bois commençait à se briser, mais il s'accrochait, utilisant le levier pour repousser le monstre. Des gémissements de terreur de la part du jeune homme derrière lui parvinrent aux oreilles. Il semblait que l'ombre de pierre pouvait également l'entendre. Il intensifia son attaque, déchirant l'ouverture de la grotte, à chaque coup de griffe puissant l'agrandissant progressivement. Plus de fissures apparurent sur la lance. « Pas le choix !» dit Ethan, son expression remplie de panique alors qu'il cherchait désespérément de l'aide. Il leva les yeux vers une structure rocheuse escarpée au-dessus de l'entrée qui semblait instable en raison des lignes de fissures. Même s'il parvenait à faire s'effondrer toute la grotte, l'ombre de la roche aurait quand même tué tout le monde à l'intérieur. Ethan ramassa un caillou sur le sol de la caverne et le lança vers la structure rocheuse avec une précision chirurgicale. Il n'y eut aucun changement.
Les mâchoires se crispèrent à 1 pouce ou 2 du visage d'Ethan, alors que l'ombre de la roche s'enfonçait plus profondément à l'intérieur. Avec plus de force, il lança encore un autre caillou. Le plafond semblait avoir une fissure. Avec un dernier jet déterminé de la pierre, Ethan cria « Allez !» Un craquement retentissant signala l'effondrement de la formation, ce qui envoya une avalanche de roches et de terre s'écraser sur le cou et la tête des ombres de pierre. Alors qu'il était à moitié écrasé et que son corps se débattait dans les derniers spasmes de la mort, le rugissement de la créature se transforma en un cri gargouillant. Ethan toussa en reculant dans le tunnel poussiéreux. Dès que les nuages se sont écartés, il a pu distinguer l'ombre de la roche qui diminuait, mais l'entrée de la grotte était maintenant presque entièrement bloquée. « Tu as mal quelque part. » Ethan se tourna vers l'enfant nard et dit « Tu la vois. » Pour la première fois, il pouvait la voir clairement dans la faible lumière qui filtrait à travers les décombres. Vêtue de simples vêtements faits de fibres végétales, tissés maintenant déchirés et sales, elle se tenait devant lui, le regardant avec un mélange de peur et de fascination. Elle était petite même pour une Na avec la peau bleue caractéristique qui semblait légèrement scintiller dans l'obscurité et de grands yeux de la couleur des 2 lunes de ce monde, un violet argenté qui captait le peu de lumière qu'il y avait. Ethan essaya à nouveau cette fois dans la langue primitive des Nards qu'il avait acquise au fil des années en observant leur groupe de chasse de loin. « Kinava » demanda-t-il. « Es-tu blessé ?» Les yeux de l'enfant s'écarquillèrent de choc lorsqu'elle répondit « Maintenant !»« Non, je suis Ethan. » Il se tapota ensuite la poitrine et la pointa du doigt avec curiosité. « Elera !» dit-elle finalement après une petite pause. Hocha la tête. Ethan fit de même. En examinant leur situation, il dit « L'aère bien ». Il s'avança vers l'entrée obstruée. Il commença à déplacer les plus petits rochers loin de l'entrée en faisant attention de ne pas perturber les plus gros et instables et dit « Nous devons sortir d'ici. Le groupe des ombres de pierre viendra bientôt le chercher. » Lera attendit quelques minutes pendant qu'il travaillait, puis elle s'approcha pour lui donner un coup de main. Avec une force surprenante, ses petites mains déplaçaient des cailloux. « Merci, dit Ethan. » Inquiète, Lera demanda « Où sont tes gens ?» alors que son expression s'assombrissait. Ethan se détourna de sa tâche et la fixa du regard alors qu'elle disait « Partis, ils m'ont laissé dans la forêt. »« Pourquoi t'ont-ils laissé ?» Elle secoua la tête en désapprobation. « Pas abandonné. Épreuve pour le prochain chef. » Sa maîtrise de la langue anglaise l'étonnait malgré sa voix inhabituelle et mélodieuse. Ethan fronça les sourcils de confusion face à l'épreuve. D'une manière ou d'une autre, ils t'ont laissé derrière comme une expérience. Elera hocha sérieusement la tête. D'innombrables enfants à divers endroits. Le chef désigné sera le premier à revenir. J'ai perdu la notion du temps, dit-elle en baissant les yeux. Ensuite, la bête de l'ombre est apparue. Cette connaissance fut assimilée par Ethan. Même selon leurs normes, les coutumes sévères des Nards étaient douces en comparaison de cela. Oublier des enfants dans l'un des écosystèmes les plus dangereux du monde. Sa question était « Depuis combien de temps es-tu ici ?»« 3 jours, répondit-elle en montrant 3 doigts fins comme preuve. Elle devait être fatiguée après 3 jours dans les bois. Ethan avait vu des nours adultes se battre pour leur survie pendant des périodes bien plus longues. Silencieusement, ils continuèrent à travailler jusqu'à ce qu'ils aient fait assez de place pour se faufiler. Alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, la forêt à l'extérieur devenait visiblement plus sombre. L'énorme ombre de pierre gisait à moitié écrasée son corps tressaillant de temps en temps, mais il était évident qu'elle était en train de mourir. Ethan regarda par-dessus le bord de la forêt et remarqua « Nous ne pouvons pas rester ici. » Les prédateurs seront attirés par l'odeur du sang. Ethan pouvait voir la fatigue dans les yeux de Elera lorsqu'elle hocha la tête, mais elle ne pouvait toujours pas bouger. Après des jours de cachette et de fuite, elle n'avait probablement pas beaucoup mangé ni dormi. « Tiens », répondit-il en sortant un morceau de porc séché d'un sac attaché à sa ceinture. « Savoure ça, tu te sentiras mieux. » Avec une grande prudence,
Elera renifla l'offrande, puis en grignota un morceau. Son front se plissa et elle ne perdit pas de temps à engloutir le reste. Avec un doigt pointant vers l'ouest, Ethan indiqua qu'il y avait de l'eau à environ un demi-mile. « Je dormirai là-bas ce soir. Le matin, je t'aiderai à retourner auprès de ton peuple. Pourrais-tu me donner un coup de main? Es-tu surpris? Demanda Elera. Elera a demandé. Haussant les épaules, Ethan a écarté la question. Je veux dire, pourquoi pas votre humanité en est la raison? Nar, ici. Il semblait que tout s'éclaircissait quand elle le disait. Ce à quoi Ethan ajouta son incitation. Sa remarque sembla perplexer le rat. Les sages d'antan nous ont avertis que nous les humains sommes si destructeurs que nous pourrions nous effacer de la surface de la terre. Gémit Ethan. C'était donc la vision des Nars de l'humanité. Compte tenu du passé de l'humanité, ce n'est pas totalement injuste, mais cela ne donne pas non plus une image complète. Il l'a dit clairement, toutes les personnes ne sont pas les mêmes. C'est similaire à la façon dont je suis sûr que tous les Na ne sont pas les mêmes. Dépêche-toi, nous devons partir avant qu'il ne fasse nuit. Ethan surveillait attentivement leur chemin à travers les épais sous-bois. La nuit apportait une symphonie de bruit à la forêt, depuis le cri lointain des rôdeurs jusqu'au bourdonnement des insectes lumineux qui commençaient à parsemer la nuit comme des étoiles et au gazouillis des grimpeurs d'arbres à fourrure bleue. Juste derrière lui, le rat trébuchait de temps en temps à cause de l'épuisement. Elle était sur le point de tomber après le 3e passage. Puis Ethan s'arrêta. Il s'agenouilla et dit « Monte sur mon dos ». Comme pris entre sa fierté et la gravité de la situation, Elera hésita avant de dire « Tu dois économiser tes forces ». Finalement, elle monta sur son dos, sa petite forme touchant à peine son corps musclé. Alors que les derniers rayons de soleil s'estompaient dans le ciel, ils arrivèrent à temps au petit ruisseau. Après avoir rapidement trouvé un endroit protégé entre 2 énormes pierres, Ethan se mit immédiatement à construire le camp. À partir de l'amadou sec qu'il avait rangé dans un sac étanche, il commença à ramasser du bois pour un feu, et en peu de temps, un petit feu était allumé. Alors que l'héros l'observait attentivement, il dit « Le feu éloigne les chasseurs nocturnes », dans l'ensemble cependant. Après avoir fabriqué un abri de fortune fait de branches et de larges feuilles, il s'occupa de la blessure à sa jambe. Une terrible blessure avait été causée par la queue barbelée de l'ombre de pierre, bien qu'elle ne soit pas aussi profonde qu'il l'avait anticipé. Après l'avoir rincée avec de l'eau de ruisseau, il la fixa avec un morceau de tissu de son sac à dos. Il était observé par le rat. « Tu es très savant, dit-elle. » Ethan sourit et dit « Comment se battre, comment se soigner, comment construire un abri ?» Riley, il faut être rapide sur ses pieds si tu veux survivre 3 ans sur un monde dangereux. Ton peuple n'est pas venu te chercher, demanda Elera, assombrissant l'expression d'Ethan. Mon vaisseau s'est écrasé. La balise est endommagée. Il pourrait même penser que je suis mort, dit-il, en mettant un bâton dans le feu. Mais qu'en est-il des personnes que tu représentes? Oh, je parie qu'ils te cherchent. Ce n'est pas ainsi que se déroule l'épreuve, dit Elera en secouant la tête. C'est à nous de trouver notre propre chemin de retour. Ethan dit, c'est une tradition cruelle. Elera répondit, c'est ainsi que cela a toujours été, comme si cela résolvait le problème. Elle ne termina pas sa phrase. Alors que Elera mâchait sa nourriture, Ethan lui offrit un autre morceau de viande séchée et dit, la force n'est pas tout. Parfois les plus intelligents survivent, parfois les plus chanceux. Les anciens étaient en désaccord, disant que l'honneur et la force sont les seules choses qui comptent. « Et toi, qu'en penses-tu » demanda Ethan. Ethan a demandé. Elera ne savait pas comment répondre. Pendant que Elera s'installait à l'intérieur de l'abri, Ethan prit le premier quart de veille, sa lance maintenant fixée avec des lianes sur ses genoux. Ajoutant du bois supplémentaire au feu, il déclara « Maintenant serait peut-être un bon moment pour commencer. » Il conseilla ensuite à Elera de se reposer, car demain serait une longue journée. L'aube des lunes jumelles illuminait la forêt d'une douce lumière bleue. Une vaste silhouette bruissait à travers les arbres, au-delà de leur campement,
Mais Ahan ne pouvait détacher ses yeux de son compagnon de voyage, inattendu le Nahar, qu'il avait longtemps captivé par ses similitudes avec les humains et ses différences fondamentales. C'était un peuple tribal, lié par l'honneur dont les coutumes n'avaient probablement pas changé depuis des centaines d'années. Ils étaient technologiquement avancés, mais au lieu de détruire leur environnement, ils préféraient vivre en harmonie avec lui. Ils se demandaient comment ils réagiraient s'ils ramenaient l'un de leurs enfants. Ils ne pouvaient pas risquer de laisser El-Era se débrouiller seul, mais il affronterait tout ce qui viendrait demain. La nuit passa sans incident, alors qu'Ethan et El-Era se relayaient pour monter la garde. Au matin, El-Era semblait plus forte, son énergie restaurée par la nourriture et le repos. Tout en savourant un repas composé de baies sauvages cueillies par Ethan, El-Era demanda « Comment as-tu pu survivre au crash de ton vaisseau ?» L'adaptabilité était une question à laquelle Ethan réfléchissait. « J'ai étudié les animaux pour savoir lesquels étaient comestibles et lesquels ne l'étaient pas. J'ai gardé un œil sur les vôtres et j'ai appris quelques astuces de chasse auprès d'eux, » dit-il avec un petit sourire. « Mais j'ai aussi fait des erreurs. Je me suis senti mal après avoir consommé les mauvaises herbes. Pendant mon premier hiver, j'ai failli être tué par une bande de rôdeurs. Mais tu as acquis des connaissances, dit le rat, les yeux brillants d'une sorte d'admiration. Il n'avait pas le choix, dit Ethan. De même, tu dois acquérir des connaissances pour triompher dans cette épreuve qui est la tienne. Un froncement de sourcils se répandit sur le visage de le rat. La défaite est inévitable pour moi. Il y a longtemps que j'ai perdu mon chemin. Certains d'entre eux pourraient déjà être revenus. Peut-être, avoua Ethan. Cependant, tu n'es pas encore morte. Dans une certaine mesure, c'est significatif. Leur expédition a commencé dès qu'ils ont levé le camp. L'emplacement du village de El-Era était incertain, mais elle soupçonnait qu'il se trouvait au nord de la rivière. Pendant ces années de réclusion, Ethan avait cartographié une grande partie de la région et était certain de connaître l'emplacement du principal village Nour. Le sol de la forêt devint boueux à mesure qu'ils avançaient en raison de la forte pluie qui avait commencé à tomber alors qu'ils étaient en chemin. En raison de sa petite taille, El-Era devait déployer 2 fois plus d'efforts que les autres pour traverser le terrain de plus en plus dangereux. Tous deux étaient épuisés et trempés à midi. Pour attendre la fin de la tempête, Ethan trouva un grand arbre creux où ils pouvaient s'abriter. « J'ai besoin de feu », dit là en claquant des dents, son teint autrefois bleu devenant maintenant plus pâle. Ethan regarda dubitativement la forêt trempée et dit « Nar ne résiste pas Caldwell ». La sortit un petit paquet de sa ceinture et dit « Faire du feu dans ces conditions ne sera pas facile. »« J'ai des pierres à feu », dit-elle en sortant 2 petits cailloux noirs de leur sac. Après avoir identifié les pierres comme une sorte de silex, Ethan les saisit et dit « Mais je ne peux pas les faire fonctionner sous la pluie. » Les pierres avaient été utilisées par les Nao. « Les pierres ne sont pas le problème, » dit-il. Il fouilla leur abri à la recherche de tout signe de débris secs, pensant qu'il pourrait en servir d'amadou. « Regarde » dit-il à El-Era, l'attirant près de lui pour qu'elle puisse voir. La clé est la préparation. L'intérieur de l'arbre creux était relativement sec. Il a gratté de l'écorce morte et sèche. Ce n'était pas grand-chose, mais cela pourrait suffire pour commencer. Il commença par effilocher une partie de l'écorce séchée jusqu'à ce qu'elle soit presque en poudre, puis il y plaça des morceaux de plus en plus gros autour, créant un gradient de matériaux extrêmement fins à des portions plus larges. Il sortit une minuscule portion de fibres cirées de sa propre poche, l'une de ses possessions les plus précieuses et réservées aux urgences. « C'est le secret », murmura-t-il, révélant les fibres imbibées de cire. « Ça brûle lentement mais sûrement même lorsque les conditions ne sont pas idéales. » Il frappa les pierres à feu, générant des étincelles qu'il dirigea vers le matériau le plus fin et les fibres cirées. Après quelques essais, une petite flamme se forma. Ethan en prit soin avec précaution, soufflant pour fournir de l'oxygène, tout en la protégeant des courants d'air. L'héros regarda avec admiration la flamme s'étendre, finissant par attraper les plus gros morceaux d'écorce. En quelques minutes, ils avaient un petit feu durable qui faisait rage à l'intérieur de l'arbre creux.
Ethan a averti que nous devions faire preuve de prudence, disant qu'un excès de fumée remplirait notre abri, tandis qu'un feu inadéquat ne fournirait pas assez de chaleur. LRA s'est approchée du feu, ses frissons s'estompant, alors qu'elle disait que les gens qui créent du feu dans notre village utilisent des techniques différentes et ne penseraient jamais à préparer le bois de la même manière que toi. Ethan répondit « Quand on est seul, on trouve de nouvelles façons de survivre. » Alors qu'ils affrontaient la tempête LRA, sonda davantage le passé d'Ethan, sa planète natale, et son adaptation à la vie sur son monde. Ethan révéla des détails plus personnels qu'il ne l'avait fait depuis des années. Avoir une conversation avec un autre être sensible était un luxe qu'il avait presque oublié. Grâce à cela, il a mieux compris la société Na, leur système de clans, leurs croyances bonnes spirituelles, basées sur les 2 lunes, et leur cérémonie de passage à l'âge adulte. L'épreuve de sélection du chef à laquelle LRA a participé avait lieu une fois tous les 20 cycles lorsque le chef actuel décidait qu'il était temps de choisir un successeur. Tous les enfants de l'âge approprié sont amenés dans la forêt. On nous fournit des matériaux de base, a déclaré LRA. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une pierre à feu, d'un couteau et d'une gourde. Ethan a spécifiquement demandé qu'il n'y ait aucune formation préalable. Les chasseurs et les traqueurs sont dans notre sang dès notre naissance, s'est vanté LRA. Le début de l'épreuve cependant nous est inconnu. Un jour on nous emmène simplement dans les bois et on nous abandonne. Ethan a exprimé son désaccord. Tu as le soutien de tes parents là-dessus. Bien qu'Ethan puisse entendre une pointe de doute dans la voix de LRA, elle a quand même exprimé sa gratitude pour l'opportunité de participer. Les décisions concernant l'existence et la disparition de la tribu sont prises par le chef. Ils doivent être courageux et créatifs. Cependant, selon Ethan, vous n'êtes que des enfants. Le visage de LRA devint plus sévère. À 12 cycles, je suis parfaitement capable de chasser, de combattre et de survivre. Pour l'instant, Ethan n'ira pas plus loin dans ses recherches. Distinction entre les cultures, se rappela-t-il. Qui était-il exactement pour juger leurs coutumes? Alors que les nuages se dissipaient, ils reprirent leur marche. Après la tempête, la forêt devint encore plus dangereuse à cause de la boue glissante et des branches tombées qui présentaient des défis à chaque virage. Plus tard dans la journée, ils arrivèrent à une série de collines accidentées que LRA connaissait bien. « Nous sommes près des terrains de chasse de N, dit-elle avec enthousiasme. « Je connais cet endroit. » Son enthousiasme ravivé cependant fut temporaire, car ils commencèrent à descendre dans une petite vallée. Un caillou recouvert de mousse accrocha le pied de LRA. Elle glissa le long de la pente raide, laissant échapper un cri de douleur en heurtant le sol de toutes ses forces. Sa descente fit tomber Ethan après elle, son pouce accélérant. Elle se redressa prudemment, tenant sa cheville, et dit « Là ça va. Ça fait mal. » avoua-t-elle, les yeux remplis de larmes. Ethan jeta un coup d'œil attentif à la blessure. Bien que la cheville ait rapidement enflé, il ne semblait pas qu'elle soit fracturée. Son diagnostic. Une entorse sévère. Il faudra un certain temps avant que tu puisses marcher dessus. L'expression de Lyre devint pitoyable. Donc je ne pourrai pas terminer l'épreuve, je ne pourrai pas retourner à la ville. Ethan prit la décision de te porter. C'est la LRA qui exprima son désaccord. Nous faisons les choses différemment. Soit je reviens fort, soit je ne reviens pas du tout. Ethan laissa échapper un grognement exaspéré. Écoute LRA, parfois la survie signifie accepter de l'aide. Il n'y a aucune déshonneur là-dedans. Tu ne comprends pas nos coutumes, dit-elle avec détermination. Alors vous devriez me les expliquer, demanda Ethan. Quel est le but de cette épreuve? Pour trouver quelqu'un qui n'a jamais besoin d'aide? Parce que cette personne n'existe pas. Pas parmi les humains, et je parierai pas parmi les nains non plus. L'héros garda le silence pendant un moment. Découvrir un leader approprié est l'objectif. Quelqu'un d'assez puissant pour défendre la tribu? Répondit-elle finalement. Ethan soutenait que comprendre quand accepter de l'aide est un élément important d'un leadership efficace. Un chef qui refuse de l'aide quand elle est nécessaire n'est pas fort. Ils sont fous. La réfléchit à ces mots visiblement en lutte avec des croyances contradictoires. Peut-être as-tu raison, dit-elle avec hésitation. Pour le moment, cependant, permets-moi de t'aider.
Les anciens pourraient ne pas partager ton point de vue. Nous pourrons aborder cela quand nous arriverons dans ta communauté, promit Ethan. Pendant qu'il travaillait, il éduquait LRA aux procédures de premiers secours humains expliquant la logique derrière chaque action. Il a fait une compresse avec de larges feuilles et de l'eau froide pour soulager le gonflement de sa cheville et il a fabriqué une attelle de base avec de petites branches et des morceaux de tissu. Après avoir fini d'expliquer l'importance de l'immobilisation et de la compression à LRA, il l'a aidée à se lever et a soutenu son poids alors qu'elle boitait. Il lui a promis de ne pas forcer et de la laisser se reposer quand elle en aurait besoin. Ils ont continué à avancer lentement tout au long de la journée, Ethan la soutenant constamment alors qu'elle boitait. Ethan l'a aidé à trouver un endroit confortable sous un grand arbre alors qu'ils approchèrent de la lisière de la forêt après la tombée de la nuit, lorsque les arbres ont commencé à s'éclaircir et qu'un paysage plus ouvert est devenu visible. Le village est au-delà de cette crête. LRA a pointé une colline lointaine suggérant qu'il faudrait une demi-journée à quelqu'un qui peut marcher correctement pour y arriver. Il prit la décision de passer la nuit ici et de continuer à la première lueur du jour. Il n'y avait aucun intérêt à tâtonner dans l'obscurité. En ramassant du bois de chauffage, Ethan sentit quelqu'un les observer depuis le bord de la forêt. Il saisit son couteau, signalant que ses sens étaient en alerte. « Quelque chose est là-bas », murmura-t-il à Lra, dont les yeux s'écarquillèrent de surprise. « Des rôdeurs !» Ethan secoua la tête en désapprobation. Une petite silhouette à la peau bleue apparut depuis les broussailles. C'était un autre enfant, Nar, un garçon à peine plus grand que LRA. Il brandissait une lance rudimentaire et la pointait directement sur Ethan. Il ne bougeait pas comme un rôdeur. Finalement, il cria en Nar « Montre-toi !» Après un moment de silence, le bruit des feuilles qui bruissaient remplit l'air. Le garçon exigea d'une voix humaine mais accentuée « Éloigne-toi d'elle, humain !» LRA haleta en réponse. « Torak, tu es encore dans la forêt, toi aussi !» dit le garçon maintenant son regard et sa lance pointée sur Ethan. « J'ai vu l'ombre de Pierre te poursuivre. Je pensais que tu étais mort, puis je t'ai vu avec lui. » Le garçon a presque craché le dernier mot avant que LRA n'explique rapidement qu'il l'avait sauvé tuer l'ombre de Pierre et l'avait aidé à se remettre de ses blessures. Torx haussa un sourcil avec suspicion. « Pourquoi un humain aiderait-il un R? Pourquoi un humain aiderait-il un R? Demanda Torx. Ethan répondit calmement, abaissant sa lance pour montrer qu'il n'était pas une menace. « Pour la même raison que j'aiderais n'importe qui. » Tok, cependant, refusa de baisser son arme. « Les Edna n'ont pas besoin de l'aide des humains !» cria Torak avec colère. « Elera, baisse ta lance !» Torak marmonna quelque chose sur le fait que les anciens disent que les humains ne sont pas dignes de confiance avant de baisser son arme à contre-cœur. Ethan rétorqua que les anciens ne l'avaient jamais rencontré, tout comme lui n'avait jamais rencontré Na jusqu'à présent. Nous deux pouvons choisir de croire ce que les autres disent ou de faire confiance à notre propre jugement. Comme pris de court par cette réponse, Torak se tourna vers LRA avec un regard de doute. « Il dit la vérité », confirma-t-elle. « Il aurait pu me laisser mourir, mais au lieu de cela, il m'a appris de nouvelles façons de survivre. Des façons que notre peuple ne connaît pas. Cela l'intrigua suffisamment pour le pousser à agir malgré ses soupçons. « Quelle façon ?» Torak demanda en désignant leur campement partiellement construit. « Pourquoi ne nous rejoignez-vous pas et je vous montrerai à tous les deux ?» Tok s'approcha d'Ethan avec réticence, gardant une distance fatiguée. La nuit vint, et Athan instruisit les deux maintenant enfants sur les moyens de survivre en tant qu'humains, comment faire un meilleur feu, comment construire un abri plus étanche et comment poser des pièges qui fonctionneraient même sous la pluie. Le ressentiment et la jalousie de Torak envers Ethan fondirent en voyant tout ce qu'il avait appris. Pendant qu'ils mangèrent leur repas de petits rongeurs forestiers pris dans les pièges d'Ethan, l'ambiance était passée de tendue à prudemment amicale. Ethan voulait savoir combien d'autres étaient encore dans la forêt. Torak avait mentionné que Cruvel était revenu la veille et Vena était revenu hier. Il semblait que nous ne soyons plus que 3. Elra avait l'air abattu, puis l'épreuve était terminée. Nous avions peut-être perdu, mais pas nécessairement. L'épreuve se termine lorsque tout le monde est revenu ou lorsqu'il n'est plus nécessaire de la terminer ou lorsque tout le monde est présumé mort.
Ethan s'enquit de la distance jusqu'au village et Torak confirma l'estimation précédente de El-Era. Cependant, El-Era est incapable de marcher, alors Ethan proposa de l'aider. Torak fronça les sourcils et dit « Ce n'est pas notre façon de faire ». L'épreuve continua. Ethan interrompit Torak en plein milieu de sa phrase disant « Les anciens décideront ». « D'accord. El-Era a survécu. Avec de l'aide, elle peut revenir. À moins que vos traditions ne valorisent la fierté obstinée plus que la survie réelle. » Torak semblait mal à l'aise, pris entre la valeur de la fierté obstinée de ses traditions et la logique d'Ethan. Tok fut pris de court par cela, mais il admit à contre-cœur que cela pouvait être vrai. El-Era, qui avait écouté attentivement, interrompit et dit « Je crois que c'est aussi pourquoi tu es encore dans la forêt Tok. Dans une véritable situation de survie, ne serait-il pas préférable de former des alliances et d'accepter de l'aide quand c'est nécessaire ?» Ethan concéda cela. Il y a certaines difficultés qui sont trop énormes pour qu'une seule personne puisse les gérer. La posture protectrice de Tox se détendit quelque peu lorsqu'il révéla « Je me suis perdu après la grande tempête il y a 3 jours. Les repères changent, les rivières débordent et nous devons nous adapter ou périr. » Les 3 entrèrent dans un silence méditatif, tandis qu'Ethan disait « Parfois cela signifie changer nos méthodes, même lorsque la tradition dit le contraire. » L'air était rempli du crépitement du feu et des sons nocturnes de la forêt. Tok et le rat finirent par s'endormir, tandis qu'Ethan restait éveillé, contemplant la trajectoire particulière que sa vie solitaire avait prise. Après 3 ans à éviter le nard par peur de leur réaction à son égard, il était enfin prêt à mettre les pieds dans leur village avec 2 de leurs enfants. Ce qui allait se passer ensuite était une énigme, mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le soleil se levait avec un nouveau jour et une détermination renouvelée. La cheville de El-Era était encore enflée, mais il se sentait mieux après avoir dormi. « Êtes-vous prêt ?» Ethan a fabriqué une béquille de fortune à partir d'une branche fourchue qui l'aidait à marcher plus confortablement. Alors qu'ils démontèrent le camp, il a demandé aux jeunes « Ça vous dérange de hocher la tête ?» Leurs regards trahissaient leur inquiétude, mais ils étaient clairement conscients de l'importance de revenir avec un humain. La randonnée jusqu'au hameau prit plus de temps que prévu. « Nous devrions approcher ouvertement », conseilla Ethan. « Pas de furtivité. Je ne veux pas qu'ils pensent que je suis une menace. » Alors qu'ils franchissaient la dernière crête surplombant le village, ils furent repérés par nos sentinelles. Le terrain devint plus rocailleux avec des pentes abruptes, ce qui était particulièrement difficile pour El-Era. À midi, ils pouvaient voir de la fumée s'élever du campement des Nards à distance. Les guerriers les encerclèrent des figures imposantes, à la peau bleue, avec des tatouages complexes et des expressions en colère. « Restez calmes !» avertit Ethan aux enfants levant ses mains désarmées pour montrer qu'ils n'avaient aucune arme. Les cris des guerriers résonnaient dans tout le village. Un nain intimidant, visiblement effrayé, se leva et dit « Qu'est-ce que c'est ?» Le rat se leva, sa petite voix ne tremblant pas malgré son anxiété. « Chef Corval, cet humain m'a sauvé la vie. » Il regarda Ethan et les enfants avec suspicion. « Il a taillé en pièces une ombre de pierre qui me poursuivait et m'a tendu la main quand j'étais blessé. » dit le chef avec un regard concentré. Le chef regarda Ethan de près en lui parlant dans une langue humaine très accentuée. « Humain » dit-il à Ethan. « Est-ce vrai aussi ?» demanda le garçon d'un ton sérieux. « Oui, chef. J'ai vu ses capacités. Il nous a enseigné des techniques de survie que notre peuple ne connaissait pas. » Les guerriers rassemblés murmurèrent en signe d'accord. Ethan maintint le contact visuel avec le chef et répondit directement « Parce que les enfants Nards avaient besoin d'aide. » Le chef sembla surpris par la maîtrise de la langue Nard par Ethan et sa franchise, mais avant qu'il ne puisse répondre, un vieux Nard se fraya un chemin à travers les guerriers rassemblés. Le Léraud des mers dit doucement à Ethan en faisant référence à la plus âgée des anciens Karines. Le vieux Nard s'approcha d'Ethan sans crainte, fixant ses yeux bleus intenses avec une détermination qui donnait envie à Ethan de reculer, mais il resta ferme. « Tu es celui qui est tombé du ciel », dit le voyant dans un langage humain parfait et sans accent. « Nos chasseurs t'ont aperçu, mais ne t'ont jamais attrapé. Notre légende parlait de toi. » L'expression du chef devint surprise lorsqu'il demanda « Quelle légende ?»
Ethan demanda avec une certaine appréhension. Le voyant sourit montrant ses crocs. Un visiteur céleste apportera une nouvelle sagesse au Nar lorsque les lunes jumelles se synchroniseront pour la 3e fois. Le voyant continua les yeux fixés sur Lra, celui qui apprend à la fois les anciennes et les nouvelles voix. Les yeux de Lra s'écarquillèrent de choc, tandis que la foule assemblée devenait agitée à ces mots. Le chef fit signe de silence en levant la main. L'étranger devait nous amener l'élu. Torak semblait tout aussi surpris. « Cela ne peut pas être, » dit le chef. « L'épreuve n'est pas terminée. Vena et Cruvel sont déjà revenus. Ils sont les prétendants au futur chef. Mais maintenant, il y a Ira avec des connaissances qu'aucun d'eux n'a contre la brûlure. Et enfin, il y a celui qui est tombé du ciel, comme les légendes l'avaient prédit. Les légendes ne sont pas nos lois, dit le chef avec un froncement de sourcils sombres. L'épreuve, et non les vieux contes, décide qui sera le chef. L'épreuve est un test de survie, acquiesça le voyant, et qui peut mieux endurer que quelqu'un qui a affronté une ombre de pierre et en est sorti indemne, quelqu'un qui a également découvert de nouveaux amis et appris davantage. Le voyant annonça un nouveau défi, que les candidats démontrent leur connaissance, qu'ils montrent qui est vraiment le plus apte à diriger en ces temps de changement. Ethan observait l'échange avec une compréhension croissante, réalisant que les Nars étaient à la croisée des chemins entre les traditions et l'adaptation et le changement. Lui et Elera étaient devenus des symboles dans cette bataille idéologique. Une hésitation était perceptible dans les mouvements du chef alors qu'il hésitait avant de parler « Quel défi proposes-tu » En réponse, les yeux du voyant brillèrent. Laissez-les affronter la forêt seuls pendant une nuit, mais cette fois dans les terres d'ombre où chassent les ombres de pierre. Le chef fut ensuite chargé de construire un abri de faire du feu, de trouver de la nourriture et de survivre de la même manière qu'un chef doit le faire. Des murmures s'élevèrent de la foule. Même les chasseurs expérimentés évitaient les terres d'ombre qui étaient le terrain le plus dangereux de la région. « C'est de la folie !» s'écria le chef. « Ces gens ne sont que des enfants. » Le voyant lui rappela que le défi déterminerait si la tribu se reposait trop sur les pratiques traditionnelles ou avait appris à s'adapter.